C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette session d'information sur A30 Télévision. Voici le titre. Les forces armées de la République démocratique du Congo accusent les rebelles du M23 de violation de la trêve humanitaire. C'est le colonel Guillaume Dike, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, qui l'a indiqué. Selon lui, les rebelles du M23 ont attaqué les localités de Nyangé et Mpati. Grise à l'Union pour la démocratie et le progrès social, le sénateur Jonas Mukamba dénonce la situation qui prévaut au sein du parti présidentiel. Il sollicite l'implication de la haute hiérarchie pour enterrer la hache de la guerre. Bonsoir. L'armée alerte sur la violation de la trêve par les rebelles M23. Trêve débutée le 5 et dont la fin est prévue le 19 juillet prochain. Les forces armées congolaises prennent la communauté internationale pour témoin. Suivez ce communiqué lu par le colonel Guillaume Ndjike Kaiko. Les terroristes du Rwanda Defense Force ont lancé des attaques simultanées vers 4h52 du mercredi 10 juillet 2024 sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires se trouvant au village Nyangé Mpati, situé à 80 km en profondeur à l'ouest de Kichanga, groupement Bachali Mokoto, et ce, en violation de la trêve humanitaire recommandée par les États-Unis d'Amérique. Il s'en est suivi un déplacement massif des populations qui a non seulement aggravé davantage une situation humanitaire déjà chaotique, mais aussi causé une entrave au personnel humanitaire pour accéder aux populations vulnérables de cette partie de la province du Nord Kivu. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires dénoncent avec énergie le non-respect par le régime de Kigali de la dite trêve et son attitude belliqueuse, légendaire, à vouloir maintenir les populations déplacées dans des conditions atroces en les privant ainsi l'accès à l'aide humanitaire. Quittons le Nord Kivu pour l'Ituri où le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, Bruno Le Marquis, a échangé mercredi 10 juillet avec les différentes couches de la population iturienne sur le retrait de la MONUSCO dans cette province. Le numéro 1 des humanitaires en RDC appelle le gouvernement congolais à pérenniser les acquis de la MONUSCO qui est en sa phase de transition dans cette province sous état de siège. Le retrait réussi de la MONUSCO en province de l'Ituri implique beaucoup de travail et de collaboration entre la mission onusienne et le gouvernement congolais ainsi que la société civile en cette période de sa transition. C'est dans cette optique que s'est tenue une importante réunion entre l'administration militaire et le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire en RDC. Ici, il était question pour les parties prenantes d'analyser les tenants et aboutissants du dit processus conformément au cas spécifique de la province de l'Ituri, d'où les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni appellent les uns et les autres à prendre au sérieux cette épineuse question. Et c'est pourquoi je voudrais aussi insister sur la justice transitionnelle. Parce que la justice transitionnelle va nous permettre non seulement de parler de la réparation, mais surtout va nous permettre de parler de la réconciliation et du pardon. Et je voudrais insister sur ce point-là, parce que devant nous, nous avons les représentants de la population. Nous avons les députés. Nous avons la société civile. J'insiste beaucoup pour que chez nous, nous les acteurs, c'est-à-dire nous les Congolais qui sommes ici,
Parlons de la paix, parlons de la réconciliation. Pour Bruno Lemarquis, le gouvernement de la République démocratique du Congo devra pérenniser les acquis de la MONUSCO. Vous le savez, le départ de la MONUSCO, c'est un processus graduel, responsable, organisé, mais, et c'est le but aussi de cette réunion, il faut tout faire pour se préparer en avance, pour que l'atterrissage se fasse le plus en douceur possible. Disons-le, le retrait réussi de la MONUSCO dans la province du Sud Kivu devra servir d'exemple pour l'Ituri, une province sous état de siège où la MONUSCO travaille en étroite collaboration avec l'administration militaire pour restaurer la paix telle qu'évolue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki sollicite l'appui du gouvernement central, particulièrement celui de la ministre des Affaires foncières Akasia Bandumbo Lambongo sur l'opération qui va lancer bientôt, dénommée Opération Coup de poing. Daniel Bumba dit avoir besoin d'un endroit qui servira d'une décharge publique lors de cette opération qui a comme pour objectif de nettoyer la capitale congolaise de tout le déchet. On l'écoute. Des questions d'une séance de travail avec Madame la ministre d'État en charge des questions foncières. Alors notre échange était justement basé sur la nécessité de voir avec le gouvernement central, au travers de ses compétences, des réserves foncières pour essayer de dénouer nos politiques que nous avons prévues quant à ce. Et de manière imminente, de nous disposer, en tout cas une décharge, parce que nous allons lancer dans le jour qui vient une grande opération de coup de poing pour essayer de balayer Kinshasa, nettoyer Kinshasa. Kinshasa, à ce jour, compte plus de 3 400 000 tonnes de déchets, ce qui est énorme. Pendant qu'à côté, il n'y a pas de centre de décharge finale, il n'y a pas de centre d'enfouissement. Le centre d'enfouissement qui Kinshasa a été doté aujourd'hui a des problèmes qui nécessitent des expropriations, de superposition. Pendant ce temps-là, de trouver des issues, nous nous sommes dit qu'il faudra quand même des transitoires pour trouver un endroit accompagner l'opération coup de poing. Nous sommes très heureux. Madame la ministre nous a dit bien d'accompagner cela avec force et elle s'est impliquée pour trouver des solutions pérennes. Non seulement de manière conjoncturelle, mais une réflexion pérenne qui permettra qu'on puisse résoudre la problématique. Autre sujet de l'actualité, la Banque mondiale s'engage à soutenir la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre des projets de Grand Inga. C'est ce qu'a indiqué Albert Zefak, directeur de la Banque mondiale pour la RDC, l'Angola, le Burundi et Sao Tomé Principe. Au sortir de cette rencontre avec le ministre des Finances, Doudou Fwamba. Les échanges ont statué également sur les avancées et l'accélération de projets stratégiques soutenus par cette institution. Suivez. Lors de cette séance de travail avec le ministre des Finances, Albert Zefak, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC, l'Angola, le Burundi et Sao Tomé et Principe, a réitéré l'engagement de cette institution internationale à soutenir la RDC dans l'exploitation de son potentiel hydroélectrique. Nous avons parlé de l'importance de l'infrastructure, surtout de l'énergie. Naturellement, l'investissement dans les micro-barrages, les mini-barrages, mais aussi l'investissement dans la structuration du grand programme de développement INGA. Doudou Fwamba Likunde et son hôte ont aussi discuté sur les avancées et l'accélération des projets stratégiques soutenus par cette institution, y compris les projets de développement local des 145 territoires. Nous avons discuté d'un nombre de sujets extrêmement importants, y compris les réformes à mener pour permettre au Congo de réaliser sa vision, permettre au président de la République de réaliser ses projets les plus importants. Nous avons parlé de l'importance du capital humain et de l'investissement que la Banque mondiale peut mettre pour accompagner la République démocratique du Congo à créer, n'est-ce pas, les ressources humaines nécessaires au développement de ce pays. Il s'agit d'éducation, la gratuité de l'éducation, projet phare de son Excellence le président Tshisekedi, supporté par la Banque mondiale. Nous avons parlé de la santé, financé également par la Banque mondiale, le projet PDSS qui a eu beaucoup de résultats.
Le projet Grand Inga avait également fait l'objet des discussions entre les ministres des Finances et celui des Ressources hydrauliques le 7 juillet dernier. Cette rencontre visait à discuter du financement de projets à impact visible dans les secteurs de l'énergie, s'inscrivant ainsi dans la dynamique des renforcements de la capacité énergétique nationale. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics a lancé mercredi 10 juillet le travaux de construction et modernisation de la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Ngumba et Mbujimaï à partir de la province du Lualaba. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du programme Sino-Congolais révisité. Ces travaux vont s'exécuter en déant 3 ans par l'Agence congolaise de grands travaux sous contrôle de l'APCS pour un montant de 90 millions d'euros, dont 130 millions sont déjà disponibles. Cette route d'une longueur de 848 km qui va traverser plus de 4 provinces, le Kasaï oriental, la Lomami, le Haut-Lomami et le Lualaba est l'un des plus grands projets routiers en République démocratique du Congo. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux a réuni ce jeudi les structures qui militent contre la criminalité financière en République démocratique du Congo. Ils ont discuté essentiellement sur les condamnations en matière notamment des finances publiques. Je vous propose de suivre Adler Kissoula, secrétaire exécutif de la cellule nationale des renseignements financiers CNRF en sigle. Nous venons d'avoir une séance de travail avec son Excellence, Monsieur le ministre d'État Constant Mutamba, autour de l'UNICEP, l'unité qu'il a créée par arrêté depuis février 2024, qui réunit tous les services qui concourent à la lutte contre la criminalité financière. Comme vous le savez, depuis octobre 2022, notre pays est inscrit sur la liste des pays sous surveillance renforcée des GAFI, c'est-à-dire sur la liste grise. Et il y a un plan d'action qui a été mis en place, qui doit être réalisé d'ici 2025, n'est-ce pas? Alors, parmi les faiblesses qu'on a retenues, il y a l'absence de condamnation et de confiscation lorsque certains crimes financiers sont commis. C'est ainsi que le ministre a réuni les différents services pour leur dire que désormais, les confiscations et les condamnations doivent être la priorité lorsqu'on mène une investigation financière. Malaise à l'UDPS, je l'annonce au sommaire de ce journal. Le sénateur Jonas Mukamba, d'un temps ferme, décrit la situation qui prévaut au sein du parti présidentiel. Le patriarche de la nation souligne que cette crise au sein de l'UDPS met en péril le régime. Il appelle tous les militants au calme et demande à la hiérarchie du parti de trouver des solutions aux problèmes internes. Pour un pays en guerre, l'urgence ne devrait pas être l'implosion du parti présidentiel, mais plutôt s'occuper de la mobilisation de nos populations sur l'insécurité qui sévit maintenant à l'est de notre pays, tout comme pour le vivre ensemble et l'amélioration des conditions sociales de nos populations. Et non se battre pour des raisons de positionnement personnel qui feront de notre chef de l'État la seule victime à moyen terme. Mon histoire personnelle est quelque peu liée à l'UDPS, à celle de Etienne Tshisekedi, pour qui j'ai pris des risques énormes, à même de me coûter la vie dès le début de notre carrière politique. Et partant de 69 ans de caractère politique ininterrompu et patriarche de la nation, je me vois en droit non seulement d'élever le ton devant les situations qui vont mal, mais aussi et surtout de demander le séjour au cadre de l'UDPS de cesser toutes les attaques internes mises sur la place publique, de se comporter en véritable membre mûr d'un grand parti
car le déchirement interne est le seul coup de marteau auquel ne survit aucun régime. Qui n'oublie pas que le pouvoir politique est comme le feu. Il les réchauffe, mais quand on s'y approche trop, il brûle. Puisqu'on parle de l'UDPS, son secrétaire général a eu une causerie avec les jeunes du parti mercredi dernier. Augustin Kabouya a balayé d'un revers de la main les accusations portées contre lui par le député national Eteni Longondo. Tout en rejetant en bloc les accusations, Augustin Kabouya a souligné que le camp Eteni s'attaque au président de la République. Au cours de cette causerie morale avec les jeunes du parti, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux a appelé les jeunes à se concentrer sur la situation sécuritaire à l'Est et à quitter la distraction. Tozo kende congrès. Est-ce que kende congrès pour na kolongola secrétaire général? Ou bien pour na kopona secrétaire général? Congrès bakota kapona confronter président ya sika. Tokani. Lolo, nasma ebisabino place O. Nani akoki ko dégager unanimité koleka Félix Tshisekedi place O. Bakoko za bambongo pour balongola chef de l'État. Augustin Kabouya a rejeté toutes les accusations contre sa personne par l'ancien ministre de la Santé et député national, Dr Eteni Longondo. Makamunya Soana, Olonga Makamuya, je sens le Congo Azana Mwasiboy, O Azana Mwasiboy. Non, Ngai, UDPS viva, Ngai Nakokota Naba, fertilité Wanate. Bakanisa ki bako marqué bi a orge ba validé mais va rekangi bango. Le secrétaire général de l'UDPS a souligné que des ennemis veulent infiltrer les partis présidentiels en créant du désordre. Nulle part, statut à l'UDPS et lobby, nati en place une commission de gestion des ambitions pour naye baba ambition ya bat. Nyonso naza ko apprendre bat combien j'ai été formé par Etienne Tshisekedi. Ce membre du présidium de l'Union sacrée de la Nation a par ailleurs demandé pardon au chef de l'État pour la honte jetée sur sa personne par sa famille politique. Le député national de la circonscription de Moamba à Kinshasa a rappelé les efforts fournis aux côtés d'autres cadres du parti pour que l'UDPS soit aujourd'hui la première force politique avec plusieurs députés au sein de l'Assemblée nationale. Dans l'actualité également, l'artiste musicien Koffi Olomide a été entendu par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ce jeudi 11 juillet 2024 suite à ses propos tenus dans l'émission Le Panier à la radio-télévision nationale congolaise disant que nous ne sommes pas en guerre, nous sommes tapés par le Rwanda. Le patron du quartier latin a souligné que cette séance de travail était pédagogique. Il a reconnu en sa qualité d'ambassadeur de la culture congolaise qu'il ne devrait pas aller loin dans ce propos. Donc, Thierry, je voulais, d'entrer en matière, dire bravo au CESAC. Dire bravo à son président, M. Bosselé. J'ai vu la courtoisie, j'ai vu le respect de l'homme. Et c'est un organe qui devrait être soutenu pour l'intérêt de notre pays. C'était plus pédagogique qu'autre chose. J'ai vu des instructeurs, on a parlé. J'ai dit, on a parlé. Et on s'est très bien compris. Je ne sais pas tout ce que je veux vous dire, mais je repars d'ici le cœur gros. J'ai retenu que le chanteur Koffi Olomide est aussi l'ambassadeur de la culture du Congo. Et à ce titre, il devrait peut-être distiller un peu plus de diplomatie dans son discours.
L'archidiocèse de Kinshasa rejette les accusations d'opacité contre le cardinal Fridolin Ambongo par certains prêtres. Dans une mise au point faite mercredi 10 juillet, l'abbé Clay Mavemba a indiqué que la majorité de prêtres de la capitale ne se reconnaissent pas dans cette lettre publiée la semaine dernière. Selon le secrétaire chancelier, la vie économique et financière de l'archidiocèse repose sur des principes clairs, des rigueurs, des transparences et d'équité. Après la publication sur les réseaux sociaux d'une lettre prétendument du clergé de Kinshasa, faisant état de malaise persistant dans l'archidiocèse de Kinshasa, et face aux commentaires de certains médias de nature à nuire intentionnellement à l'honneur de son éminence Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, la chancellerie tient à faire cette mise au point. Ce comportement est déploré par la grande majorité du clergé de Kinshasa qui ne se reconnaît pas dans cette lettre contenant des affabulations que contredisent les faits et les rapports des services présentés lors de cette journée du clergé. Ces rapports démontrent que les structures mises en place fonctionnent correctement et sont régulièrement consultées. Il prouve que la vie économique et financière de l'archidiocèse de Kinshasa repose sur des principes clairs, de rigueur, de transparence, d'équité, avec un suivi permanent d'évaluation du budget prévisionnel et du rapport financier. L'archevêque confère les offices ecclésiastiques à tous les fidèles qui l'ont comme ordinaire, qu'ils soient laïcs ou clercs, du clergé diocésain, séculier ou régulier, diocésain ou non. Il veille à ce que chaque prêtre bénéficie d'un traitement digne et équitable. Par ailleurs, il sied de relever que la notion même de salaire pour les prêtres n'est pas ecclésiale, mais ceux-ci perçoivent plutôt une juste rémunération pour vivre non pas dans le luxe, mais dignement. Le signataire du dit message ne peut engager légitimement l'Assemblée de prêtres de Kinshasa, ni parler en son nom. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur A30 Télévision. Au revoir.